Au Guatemala, le fuego menace des dizaines de milliers d'habitants. Le risque principal, ce sont les retombées de cendres, les nuées ardentes. Mais le plus dangereux, ce sont les coulées de boue, les lares, car la rivière est proche. Ces colères destructrices dévastent régulièrement la région. La forêt primaire avec ses grands arbres qui sont complètement emportés. On a l'impression que c'est passé il y a 10 minutes. Un village tout proche du cratère doit apprendre à être autonome en cas d'éruption. Une année, nous sommes restés isolés pendant presque 3 mois. C'était très difficile. Le point de rassemblement, c'est par là-bas. Comment tout un peuple vit-il face aux menaces du volcan le plus dangereux d'Amérique centrale? Depuis plus de 15 ans, je parcours les volcans actifs de la planète à la rencontre de celles et ceux qui vivent au plus près d'eux. Partager leur quotidien, c'est comprendre un peu mieux l'histoire vivante de la Terre et de ses habitants. Situé sur la ceinture de feu du Pacifique, le Guatemala présente l'une des plus fortes concentrations de volcans actifs de la planète. Un tous les 30 km. Parmi eux, le majestueux volcan Fuego. Le volcan Fuego signifie littéralement le volcan de feu. Depuis près de 500 ans, il est en activité permanente. Je suis à moins de 10 km du cratère du Fuego, dans la dernière zone autorisée au pied de ce volcan géant qui culmine à plus de 3700 mètres d'altitude. C'est vraiment la distance idéale pour observer l'activité normale de ce volcan. Mais ce qu'il est vraiment difficile d'imaginer, c'est la puissance des éruptions qui ont lieu ici à peu près tous les mois et qui vont cette fois-ci émettre des panaches qui vont monter à plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude avec des conséquences pour l'ensemble de la population locale. En juin 2018, le volcan entre dans une éruption d'une violence qu'il n'avait pas connue depuis 1974. « 113 personnes perdent la vie, 329 sont portées disparues et 1 700 000 sont touchés par les retombées de cendres volcaniques. » Je rejoins une équipe de chercheurs guatémaltèques. Ces spécialistes du Fuego collaborent étroitement avec des scientifiques du monde entier, s'intéressant à l'ampleur des phénomènes engendrés par ce volcan. Bonjour Gustavo. Ça va bien? Ça va bien. Merci de m'accueillir. Gustavo Chiña est volcanologue. Je le connais depuis des années. Il est en charge de la surveillance des 8 volcans actifs du Guatemala. Les dieux sont avec nous aujourd'hui. Oui, c'est une très bonne journée pour aller faire des mesures près du volcan. Et comme tu peux le voir, il est très actif aujourd'hui. Nous avons prévu d'aller sur ce flanc là-bas pour essayer de quantifier les nouveaux dépôts de matériaux volcaniques. Et avec l'activité du volcan, c'est pas trop dangereux? Si, un peu. Un peu, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un risque sérieux d'avalanche en cas de forte éruption. Parce que quand on va être dans ces barrancos, dans ces vallées, on est à combien de kilomètres du cratère? Environ 3 ou 4 kilomètres. Ah, c'est très proche. Ok. Oui, c'est très proche, c'est clair. Bon, alors on y va le plus vite possible. Allons-y. Vamos. Direction le flanc ouest du volcan, à environ 3 heures de marche, dans une zone interdite d'accès. Ici, en cas d'éruption, nous serions emportés en seulement quelques minutes. Quelle chaleur! Je m'aventure dans ces zones exposées avec Gustavo et son équipe pour évaluer les volumes de matériaux volcaniques accumulés dans un immense canyon. C'est incroyable l'endroit où tu m'emmènes là. La ravine Seca.
À la saison des pluies, ces matériaux sont emportés par les eaux et représentent une terrible menace pour les villages situés en aval. Le paysage il est tout frais, on a l'impression que c'est passé il y a 10 minutes. On voit la coulée. Tu vois, ce sont les restes des débris volcaniques tombés en mai dernier. Ça représente 18 millions de mètres cubes de matériaux. Eh oui. C'est incroyable de voir la forêt primaire avec ses grands arbres qui sont complètement emportés et la vallée qui a été comblée. Ouais. On a l'impression que les nuits ardentes, elles sont passées hier. La vie est plus présente ici. Les nuées ardentes sont des avalanches brûlantes composées de gaz, de cendres et de matériaux volcaniques. Elles dévalent les pentes, détruisant tout sur leur passage, et peuvent même combler les vallées alentours. Grâce à des drones, Gustavo et son équipe réalisent une cartographie en 3 dimensions de la ravine et des millions de tonnes de matériaux qui ont été déposés par les nuées ardentes. C'est un drone qui est un drone particulier développé pour les volcanologues ou c'est un drone normal? C'est un drone ordinaire, mais très cher. Ok. Parce que nous avons besoin de le faire voler le plus loin possible, à une distance d'au moins 3 km, de façon à ce que l'appareil photo haute définition puisse prendre une série de clichés de la ravine dans son ensemble et de chaque côté. Mais en plus de cela, d'autres instruments peuvent être installés sous le drone pour mesurer la quantité de gaz ou de cendres. Ça change complètement le métier de volcanologue. Oui, c'est certain. Et on peut dire qu'à l'heure actuelle, c'est une révolution. La volcanologie est plus facile maintenant, surtout dans des lieux qui présentent un haut risque comme celui-ci, difficile d'accès. Je crois que le drone est prêt. Matt est aux commandes. Oui. Ok, il faut se pousser un petit peu. On peut aller voir sur l'écran. Grâce à l'ensemble des données recueillies par le drone, les chercheurs vont pouvoir anticiper une autre menace, les lahares. Ça, c'est un rêve pour un volcanologue. Ces gigantesques coulées de boue se forment à la saison des pluies. Les matériaux volcaniques instables accumulés dans la ravine sont alors charriés par les eaux, dévalent les pentes et peuvent détruire les villages installés sur les flancs du volcan. Le risque de lahar et les risques volcaniques ici, ça concerne combien de personnes? Près de 60 000 personnes environ vivent autour du Fuego. Ah, c'est vraiment beaucoup. Oui, c'est énorme. Les dégâts causés par les lahares peuvent être catastrophiques. Il y a quelques mois, sur les pentes basses du Fuego, un village et un ancien camping ont été dévastés. Ça fait un bon 1,80 m. Moi, je suis obligé de monter pour rentrer dans les toilettes. Incroyable. On voit le niveau de l'eau ici, là, directement sur le mur. Quelle force de dévastation. Et puis cette boue transportée qui recouvre tout, là. Ça s'est passé il y a même pas un an. Là, j'ai déjà 1,50 m, plus la hauteur d'eau. La rivière est littéralement entrée dans le bâtiment, qui était les toilettes d'un camping pour les scouts. Et tout est rentré partout. Et les matériaux fins se sont accumulés. Ils sont en train de sécher, ce qui donne ces polygones où des petites fougères sont en train de pousser. On imagine tout de suite sur les volcans le risque de nuées ardentes ou de coulées de lave. On oublie toujours les coulées de boue, qui sont des risques secondaires, qui sont la rencontre du climat et du volcan. Et là, on se rend compte tout de suite du caractère dévastateur du phénomène.
Si le Fuego présente une activité si intense, c'est qu'il est situé sur une zone de subduction. La plaque océanique s'enfonce de plusieurs centimètres par an sous la plaque continentale. Cela génère une intense production de magma qui alimente l'activité volcanique. L'immense énergie accumulée entre les plaques se libère parfois, provoquant des séismes destructeurs. À une quinzaine de kilomètres du Fuego se trouve la ville d'Antigua. Cette ancienne capitale du Guatemala, fondée par les conquistadors espagnols il y a un peu moins de 500 ans, fut détruite par de violents séismes. La ville d'Antigua est vraiment construite dans un site volcanique exceptionnel entre le volcan Agua et le volcan Fuego, l'eau et le feu. Pourtant, c'est ici que les Espagnols ont construit leur capitale et assis leur pouvoir en bâtissant couvents et églises par dizaines. Si les mouvements des plaques tectoniques le long de la ceinture de feu du Pacifique sont à l'origine des volcans, ils sont également à l'origine de puissants tremblements de terre qui détruisirent la ville. Le grand séisme de 1773 a contraint les colons espagnols à construire leur nouvelle capitale, Guatemala City, loin du volcan Fuego et de sa zone sismique. Aujourd'hui, à Antigua, des joyaux architecturaux endommagés en 1773 sont en pleine restauration. C'est le cas du cloître Santa Clara, un superbe exemple de l'architecture coloniale baroque du XVIe siècle. Elisa, bonjour. Elisa Ramirez est architecte en charge de la protection et de la restauration des monuments d'Antigua. Elle met tout en œuvre pour préserver le cloître Santa Clara dans l'état où les tremblements de terre l'ont laissé. Car la ville étant classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, toute reconstruction est interdite. Bonjour Elisa. Bonjour Arnaud. Ça va bien? Très bien, merci. Ici, c'est extrêmement sismique, donc on sait qu'il y aura un prochain tremblement de terre. Quelle technique vous utilisez pour conserver ces vestiges? Nous faisons intervenir des équipes très spécialisées, des architectes, des restaurateurs, mais aussi des ingénieurs en structure. Et comme tu le fais remarquer, nous sommes dans un lieu très sismique. Alors, ce que nous essayons de faire lors de la restauration, c'est d'abord de stabiliser les monuments. Mais si tu veux, nous pouvons aller voir comment ça se passe concrètement. Quand on se promène ici, en fait, la ville d'Antigua, elle est étonnante parce que c'est une ville extrêmement basse. Est-ce que c'était fait pour résister aux tremblements de terre? Je crois qu'ils ont pris en considération plusieurs aspects. Il y avait celui de la hauteur, car il n'y a pas plus de 3 niveaux dans les constructions. La grande épaisseur des murs, et puis l'un des aspects essentiels, c'est le type de matériaux qu'ils ont utilisé. La plupart des maisons et des couvents sont construites en pierre et en briques. Ce sont des matériaux reconnus pour leur résistance et leur stabilité. Ok. Je vois des ouvriers ici. Elisa, quelle technique utilisez-vous pour renforcer ces bâtiments? La technique que tu peux voir et qui est utilisée pour ce travail de restauration, c'est le béton armé. Nous utilisons un coffrage horizontal que nous plaçons au-dessus du mur et dans lequel se trouvent des briques creuses, semblables à celles utilisées à l'origine. Comment ça résiste aux tremblements de terre? Parce que je sais que les tremblements de terre, les ondes sismiques, ça fait bouger le sol, mais ça cisaille sur tous les bâtiments. En réalité, la résistance recherchée est surtout horizontale. Mais nous renforçons aussi les murs verticalement en utilisant le même procédé, mais cette fois en disposant ces tiges en métal comme point d'ancrage vertical dans le mur. Vous êtes habitante d'Antigua. Comment on fait pour vivre dans un environnement où la terre bouge en permanence? En fait, l'activité permanente du volcan Fuego et les micro-séismes qui l'accompagnent font partie du quotidien. Et en tant qu'habitante d'Antigua, j'ai toujours vécu avec.
Enfin, jusqu'à un certain point. Ce qui nous affecte davantage ici, ce sont surtout les retombées de cendres, mais à part ça, nous vivons paisiblement. Loin des grands centres urbains, certains villages se retrouvent livrés à eux-mêmes face aux colères du volcan. C'est le cas de la Trinidad, située à seulement 5 km du cratère. Cette petite communauté vit au rythme du fuego. J'accompagne William Chigna, responsable de la protection civile à la Trinidad. En cas d'éruption importante, les volcanologues alertent la population, mais ne sont pas en mesure d'évaluer à distance les risques. Les villageois doivent donc être capables d'estimer eux-mêmes ces risques et de décider quelles mesures d'évacuation ils mettent en place. Ça, c'est une des vallées dans lesquelles les lares s'écoulent. Oui, c'est le ravin La Trinidad. Et comme tu peux le voir, il traverse toute la vallée et s'étend sur tout le flanc du volcan. Ok. Et le village de la Trinidad est juste de l'autre côté de la rivière. Oui, le village se situe juste derrière cette rangée d'arbres-là. C'est la communauté la plus proche de la rivière. Alors quand les lahares descendent par ici, toutes les terres du village sont envahies. C'est vraiment un endroit extrêmement dangereux pour vivre ici. Oui, c'est dangereux à cause de cette rivière. Elle complique l'accès au village pour la communauté. Et quand un lahar se déclenche, ça tremble et il y a des effondrements. Et ici, vous avez formé les gens à être autonomes en cas d'éruption. Oui, l'idée c'est de leur apprendre à bien réagir au moment d'une éruption et qu'ils ne soient pas dépendants des secours. Alors pour ça, nous formons des coordinateurs locaux. C'est eux qui vont prendre en charge leur communauté, leur apprendre à évaluer les risques et bien s'organiser en cas d'évacuation d'urgence. Le petit marché. On est vraiment dans une communauté isolée ici. La communauté de la Trinidad a été installée par le gouvernement sur ces terres inhospitalières dans les années 1990, suite au traité de paix mettant fin à la guerre civile au Guatemala. Vivre si près d'un volcan à ce point actif fut pour eux un véritable bouleversement. Bonjour. Bonjour, Otilia Garcia Montero, présidente de la coopérative du café. Je vous retrouve tout à l'heure. Ok. À plus tard. À plus tard, Otilia. C'est bien que vous soyez là. Otilia Garcia fut choisie par William pour faire partie du comité d'évacuation. Sa mission consiste à sensibiliser les habitants aux dangers causés par le fuego. Pour les gens, quelle a été la réaction quand vous êtes arrivés sur ces terres, au pied du volcan Fuego, si proche du volcan et de l'activité volcanique? Pour nous, c'était très difficile, surtout par temps de pluie. La boue coule dans le ravin. C'était un chaos pour nous. Nous n'avions jamais entendu parler du volcan Fuego. Nous en connaissions d'autres, mais nous n'avions jamais imaginé en avoir un si proche. Dieu merci, nous nous sommes adaptés. Maintenant, les grondements et la lave ne nous effraient plus. Ce qui nous affecte le plus, ce sont les voies d'accès à la ville. Une année, nous sommes restés isolés pendant 3 mois. C'était très difficile. Mais Dieu merci, nous sommes là. Mais de toute façon, nous n'avons nulle part où aller. Et notre choix est de nous adapter. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pris peur et qui sont partis? 7 familles sont retournées au Chiapas et continuent de vivre là-bas. Nous nous en sommes sortis par nous-mêmes. Depuis 20 ans que vous êtes installés ici, comment faites-vous pour gérer le risque qu'il y a de vivre au pied du volcan le plus actif d'Amérique centrale?
Nous sommes soutenus par le comité de la gestion des risques. Ils nous apprennent, par exemple, à donner les premiers secours et nous forment sur ce que nous devons faire en fonction de chaque type de menace. Il y a quelques années, il y avait beaucoup de pluie de cendres. Ça nous piquait la gorge et le nez. Ils nous ont appris que dans tous les cas, l'important, c'était de se rassembler et nous mettre à l'abri dans la salle communale. C'est ça le plus important. Être tous au même endroit et contrôler notre stress. Ne pas céder à la panique pour évacuer dans le calme, tous ensemble. En cas d'éruption, les enfants sont évacués en priorité. Allez, tous au point de rassemblement là-bas. William organise régulièrement avec la directrice de l'école un exercice d'évacuation grandeur nature, afin que les élèves acquièrent les bons réflexes. Ces entraînements leur ont sauvé la vie lors de la dernière grosse éruption. On avance dans le calme jusqu'à la pancarte là-bas. Dès que vous entendez la cloche sonner, vous devez tous savoir que c'est là le point de rassemblement pour évacuer. William, on est vraiment très proche ici. Oui, environ 5 km. C'est vraiment très proche. Allons-y. Avancez un peu. Plus en ordre. Jusqu'ici, s'il vous plaît. Buenos dias. Bonjour. Je te présente Lydia, la directrice. Arnaud. Et donc vous avez formé toute l'équipe ici pour gérer les enfants. L'école, il y a beaucoup d'enfants ici. Tous les enfants sont formés et prêts à sortir et traverser la rivière. Ce type d'exercice est celui que l'on pratique le plus souvent. Quel est le risque principal pour cette communauté qui vit à 5 km du cratère? Le risque principal, ce sont les retombées de cendres, les nuées ardentes. Mais le plus dangereux, ce sont les coulées de boue, les lahares, car la rivière est proche. Alors dans ce cas-là, c'est impossible d'évacuer. Nous les avons donc formés pour qu'ils soient justement capables d'évaluer ces risques. Et donc, d'évacuer seulement si c'est possible, sans intervention des secours. Parce qu'ici, en cas de forte éruption, l'accès est difficile. Il faut plus de 2 heures pour arriver ici, et ce serait trop tard. Donc, au premier signe, leur seule chance est de traverser la rivière pour aller se réfugier plus haut. Mais si c'est une coulée de boue, aucune évacuation n'est possible. En cas de coulée de boue, les habitants doivent se mettre à l'abri et attendre les secours dans la salle communale, car il leur est impossible de traverser les zones touchées par ces lahares. Waouh, le volcan est en éruption. C'est incroyable d'être dans une cour d'école, juste au pied d'un volcan en éruption comme ça. Oui, ces éruptions sont fréquentes, mais heureusement, elles sont de faible intensité. Allez, on avance doucement. Un volcan qui salue le départ des enfants. On peut dire qu'il y a beaucoup d'explosions, oui. Tout se fait dans le calme. Une fois que les enfants ont passé la rivière, qu'est-ce qui se passe ensuite? Quand les gens ont traversé la rivière, des véhicules sont mis à leur disposition pour les transporter vers des abris. Et en fonction de l'ampleur de la catastrophe ou de l'éruption, ils peuvent y rester le temps nécessaire. Tout est prévu pour qu'ils reçoivent des soins, de la nourriture et qu'ils puissent se reposer. Une fois que le danger est terminé, nous collaborons avec d'autres organismes comme la Croix-Rouge et les pompiers, afin d'aider ces gens à retourner chez eux. Quelqu'un veut de l'aide? Hop, allez! Oh, oh, hop. Attention! Et voilà! Nuée ardente, coulée de boue, séisme. Les risques liés au fuego sont nombreux et imprévisibles. Allez, garçon! La montagne de feu a l'intense activité, met les habitants de la région à rude épreuve. Les Guatémaltèques ont déjà payé un lourd tribut en vie humaine.
Mais ils doivent faire face. Ils s'organisent pour continuer à vivre sur cette terre en perpétuel mouvement.